Bonjour et bienvenue dans cette leçon sur le thème du pouvoir royal en France du XVIe au XVIIe siècle. Nous allons voir ensemble comment les rois de France deviennent de véritables rois absolus. Tu peux mettre la vidéo en pause et revenir en arrière si tu as besoin. Comme tu l'as vu lors de la précédente séquence d'histoire, les rois de France du Moyen Âge ont progressivement renforcé leur autorité et organisé un véritable État royal. Ainsi, Philippe Auguste avait agrandi le domaine royal, fondement de la puissance des rois, en soumettant des vassaux félons. Puis, Louis IX, dit Saint-Louis, avait organisé une administration royale, centralisée, afin d'écarter les seigneurs des responsabilités, en les remplaçant par des baillis et des sénéchaux. Philippe le Bel avait créé les États généraux et s'entourait de conseillers pour prendre de bonnes décisions. Charles VII avait structuré l'armée royale, en la rendant permanente, et ainsi gagné la guerre de Cent Ans. Louis XI avait enfin renforcé les finances royales par de nouveaux impôts, et s'était assuré la fidélité des plus puissants seigneurs, en créant l'ordre de Saint-Michel, très convoité. Au XVIe et XVIIe siècle, les rois de France vont poursuivre et renforcer cette autorité royale, jusqu'à devenir des rois absolus. Absolu vient du latin ab legibus, qui signifie des lois, et solutus, qui signifie délit. Un roi absolu est donc un roi libéré des contraintes des lois, au-dessus d'elles, libre de faire ce qu'il souhaite. Les programmes scolaires nous invitent à étudier trois figures royales de cette période. François Ier, qui règne de 1515 à 1547, Henri IV, au pouvoir de 1589 à 1610, et Louis XIV, qui règne seul de 1661 à 1715. Tout d'abord, les rois sont des monarques de droit divin. Cela signifie qu'ils pensent détenir leur autorité de Dieu et de personne d'autre, qu'ils sont en quelque sorte des élus chargés par Dieu de gouverner en son nom dans le royaume. Aussi, ils n'ont de compte à rendre à personne et peuvent agir à leur guise. Pour cela, la cérémonie du sacre est capitale, car elle crée un lien privilégié entre le roi et Dieu. C'est pourquoi François Ier se fait représenter, seul, en majesté, dans sa tenue de sacre. Le sacre est une cérémonie religieuse catholique, et Henri IV, protestant, devra se convertir et devenir catholique pour pouvoir être sacré roi. Louis XIV, ayant été sacré très jeune, il a toujours pensé être destiné à diriger. Il choisira d'ailleurs comme devise, quelque chose de très symbolique, au-dessus de tous. Les rois absolus s'entourent de conseillers compétents, de ministres et de spécialistes, afin de prendre les meilleures décisions. Mais en fin de compte, les rois décident seuls. On dit alors que le gouvernement est centralisé, c'est-à-dire que toutes les décisions du royaume viennent d'un même centre, le roi, et la capitale où il réside. Personne n'ose contester publiquement les décisions royales. Les rois gouvernent par des édits ou des ordonnances. Ce sont des décisions royales qui ont valeur de loi immédiatement et dans tout le royaume. Ainsi, avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, François Ier impose le français comme une langue administrative officielle pour tout le royaume. Cela afin d'éviter les difficultés de compréhension des langues régionales. Henri IV, avec l'édit de Nantes en 1598, impose la paix religieuse et la tolérance en permettant aux protestants de pratiquer leur religion, bien que le royaume reste officiellement un royaume catholique. Sa décision sera plus tard annulée par Louis XIV en 1685 avec l'édit de Fontainebleau qui interdit le protestantisme. Les rois affirment leur pouvoir, leur autorité, en se mettant en scène dans des œuvres d'art qu'ils commandent à des artistes renommés. Les œuvres sont présentées au public dans les salons du palais, afin que tous les courtisans venus voir le roi ressentent la domination, la force, le prestige du monarque absolu. Ainsi, le thème du roi chef de guerre, victorieux, est souvent utilisé. François Ier se fait représenter en armure de parade, en rappelant ainsi sa victoire en 1515 à Marignan, mais oubliant bien entendu sa capture à Pavie 10 ans plus tard. Henri IV, rappelant son entrée triomphale à Paris à la fin des guerres de religion, ou encore Louis XIV en tenue de général romain couronné de l'ange de la victoire. Les rois veulent aussi se montrer comme des humanistes, des protecteurs des arts, des sciences et des lettres. Ainsi, François Ier se fait représenter entouré d'humanistes et Louis XIV au milieu de livres ou d'objets de science.
Tous les moyens sont bons pour affirmer leur puissance, leur richesse. L'architecture est mise à contribution. Les rois vont recruter les meilleurs architectes, paysagistes et techniciens pour construire de splendides palais, comme Chambord sur les bords de Loire pour François Ier, le Louvre à Paris pour Henri IV, et surtout Versailles pour Louis XIV. Enfin, les rois s'entourent de symboles afin de rappeler à tous leur autorité, leur pouvoir. On retrouve sur ces portraits en tenue de sacre les mêmes symboles. La couronne, symbole par excellence du pouvoir royal, le manteau bleu à fleurs de lys, symbole de la monarchie française, avec un revers en hermine, symbole de pureté. La main de justice rappelle que le roi est la plus haute autorité dans le domaine. Le collier de l'ordre de Saint-Michel montre qu'il est le chef et le premier de tous les nobles du royaume. L'épée rappelle son pouvoir militaire. Bref, tout est mis en œuvre pour que le roi soit mis en valeur, glorifié, afin qu'il soit admiré et respecté par tous ses sujets. Cette vidéo est terminée, tu peux la visionner autant de fois que nécessaire, puis compléter la fiche leçon, blanche, et tester tes connaissances avec le questionnaire L'évolution du pouvoir royal.